Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Ouverture ce vendredi du 12e sommet du G20 à Hambourg en Allemagne. Économie, climat et lutte contre le terrorisme, toutes les questions de l'heure sont passées en revue par les grandes puissances. Le président Macky Sall est invité du sommet. À 48 heures de l'ouverture de la campagne pour les législatives du 30 juillet, qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est interdit? La rédaction revisite le code électoral pour vous donner des éléments de réponse. Pendant ce temps, la RTS a fini de mettre en place son important dispositif pour une bonne couverture des activités relatives à ces élections. Les enregistrements ont d'ailleurs démarré. Les acteurs apprécient. Organisation de l'Afrobasket 2017 par la Tunisie et le Sénégal. La voie est tracée par la FIBA Afrique et le ministère des Sports. Les deux parties ont tenu une rencontre décisive dans ce sens. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le 12e sommet du G20 s'est ouvert ce vendredi à Hambourg en Allemagne. Les grandes puissances se sont retrouvées pour partager sur plusieurs sujets. Le climat, le libre-échange et la lutte contre le terrorisme ont dominé les débats. Angela Merkel a appelé à plus de responsabilités pour trouver les meilleures solutions. Envoyé spécial à Aboubakry Kane. À Hambourg, ville dans le nord de l'Allemagne, les dirigeants des principaux pays industrialisés se sont retrouvés pour échanger sur les grandes questions de l'heure. Au menu de ce sommet, plusieurs sujets conflictuels sur la table du G20, le climat, le libre-échange, l'aspect financier de la lutte contre le terrorisme, entre autres. Une grand-messe diplomatique et économique présidée par la chancelière allemande. Angela Merkel, qui a par ailleurs salué la présence du président Macky Sall en sa qualité de président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. La première session a porté sur la lutte antiterroriste, suivie d'une rencontre sur la croissance mondiale et le commerce. L'autre atelier très attendu porte sur le développement durable, le climat et l'énergie, où la divergence des points de vue présage des transactions difficiles entre les différentes puissances. De nouvelles manifestations anti-G20 ont aussi été notées avant l'ouverture du sommet, avec une forte mobilisation de la police anti-émeute. Plus de 20 000 agents des forces de l'ordre mobilisés pour assurer la sécurité du sommet. Un événement couvert par plus de 4 000 journalistes en provenance de 65 pays. Le partenariat avec l'Afrique, la migration et la santé, c'est le thème de la 3e session du G20 où l'intervention du président Macky Sall est très attendue ce samedi, tout autant que sa contribution à la réunion consacrée à l'emploi et à l'autonomisation des femmes. Merci à vous, Aboubakry Kane, pour toutes ces précisions. Je le disais également au titre législatif du 30 juillet, les électeurs pourront choisir au moins 5 bulletins et 47 au plus le jour du scrutin. Le projet de loi modifiant l'article L718 du Code électoral est adopté par l'Assemblée nationale avec un fichier de 6 225 000 inscrits. Donc plus de 5 millions de cartes d'identité biométriques sont actuellement produites en attendant la réalisation de l'objectif de 7 millions visés. Les précisions de Amadou Aramtiam. Une plénière sous tension. La chose politique, décidément, soulève bien des passions. 58 orateurs au premier tour de prise de parole, 8 au deuxième tour pour une explication de vote, justifie à suer tout l'intérêt du projet de loi, aussi bien pour la majorité que pour l'opposition. Je ne voterai pas, parce que tout simplement, à quelques encablures du scrutin, on ne peut pas toucher à cette loi communautaire qui est supranationale au-dessus de nos lois internes. Je voterai cette réforme du code électoral parce que l'opposition ne m'a pas convaincu. Elle ne m'a pas convaincu parce que son dossier d'accusation repose sur un triple mensonge.
Le premier mensonge, c'est la violation du protocole de la CEDEAO. L'autre mensonge, ils disent que cette réforme est attentatoire au secret du vote. Une polémique autour de l'applicabilité du paragraphe 2 de l'article L78, une difficulté diversement interprétée équivaut des éclaircissements du ministre en charge de l'organisation des élections. Ce qu'il s'est agi en vérité, c'est de ne pas, réviser ou empêcher en tout cas le secret du vote, non. Je rappelle que cette disposition elle est maintenue à ce niveau, le secret du vote est maintenu, mais mieux, la disposition sur l'article L78 qui fait obligation à l'électeur de prendre les 47 bulletins est maintenu. Il est toutefois fait un réaménagement qui autorise l'électeur, en fonction de sa situation, suivant ses envies, suivant véritablement sa propre décision, de pouvoir, bien évidemment, donc choisir au moins 5 listes parmi les listes qui sont mises à sa disposition et d'en choisir une pour justement faire son vote. Par rapport au no-cadrage de l'article L78 avec le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, soulevé par l'opposition, le ministre précise. La Sénat qui a quand même dans ses missions le pouvoir de pouvoir discuter avec la classe politique qui est représentée dans cette instance par justement donc les partis en compétition, parce que je considère que tous les partis légalement constitués doivent aller en compétition, donc c'est la totalité de la classe politique qui est représentée dans ces élections, de convoquer les mandataires des partis pour discuter avec eux des modalités du vote, du vote du 30 juillet. Et par rapport à cela, il a été soumis une proposition justement que la majorité des présents a adoptée. Sur le fichier électoral, Abdoulaye Daouda Diallo a donné aussi des précisions. Le fichier, exactement, vous pouvez bien le noter, est constitué d'électeurs inscrits de 6 222 515 inscrits exactement, et répartis comme suit. 5 954 360 pour l'intérieur du pays et 268 151 pour la diaspora. Ces chiffres pouvant évoluer avant la date de l'élection, les députés ont voté à la majorité le projet de loi soumis en procédure d'urgence par le président de la République. Législative 2017 toujours, la campagne électorale débute dimanche, donc c'est dimanche, une campagne réglementée par le code électoral. Entre autorisation et interdiction, les différentes listes et coalitions sont tenues de respecter les règles du jeu. Maman Moussagnan nous en parle. 21 jours de campagne. Pendant toute la durée de la campagne, les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national. Dans chaque commune, le maire désigne par arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches, des lois et autres actes de l'autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste. Tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors de ces emplacements. L'organe en charge de la régulation des médias assure l'égalité entre les candidats dans l'utilisation du temps d'antenne. Tout organe, toute entreprise privée de la presse écrite, audiovisuelle ou utilisant tout autre support qui traite de la campagne est tenu de veiller au respect des règles d'équité et d'équilibre entre les candidats dans le traitement des activités de campagne électorale. Les émissions sont diffusées en différé après le contrôle du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Les émissions sont diffusées sur l'ensemble du réseau synchronisé de la radio et de la télévision du service public, pour ne pas la nommer la RTS. Il faut rappeler que pendant la campagne électorale, l'utilisation à des fins de propagande de tout procédé de publicité commerciale est interdite, de même que l'utilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette campagne sous peine de sanctions pénales. Une campagne sans violence et dans le respect des règles de l'art, c'est le vœu de certains acteurs politiques. Les futurs élus du peuple l'ont fait savoir aujourd'hui lors de leur passage à la RTS pour leur enregistrement. Nous écoutons quelques réactions. Demander à tout le monde de considérer que nous sommes tous des parents,
nous sommes tous des Sénégalais, mais que nous allons nous retrouver au lendemain des élections, c'est-à-dire le 31 juillet, qu'il n'y ait pas de dérapage au niveau des adresses, qu'il n'y ait pas de violence, qu'on puisse canaliser nos troupes pour qu'elles soient apaisées. J'invite tous mes collègues, tous mes compatriotes à aller à ces scrutins dans un esprit de fair play et puis dans le respect des opinions des autres. Autrement dit, en politique, je pense que la meilleure conduite serait d'accepter la contradiction. Donc, lançons-nous ensemble dans cette campagne électorale, mais dans un esprit de tolérance, dans un esprit de fraternité, mais surtout en ayant en permanence à l'esprit la sauvegarde de la paix civile, la sauvegarde de la stabilité sociale du pays. Les électeurs également aillent retirer leurs cartes d'électeurs, parce qu'ils ont jusqu'au 29 pour retirer leurs cartes. Et ça, c'est très important. Donc on nous fait savoir qu'il y a beaucoup de cartes qui sont dans les commissions, donc il faut que les Sénégalais croient au vote, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils aillent retirer leurs cartes et le jour J, il faut qu'ils aillent voter. Donc, parce que les élections législatives sont aussi importantes que les élections locales, que l'élection présidentielle. Les candidats aux législatives ont commencé depuis ce matin à faire leurs enregistrements au niveau de la RTS. À leur arrivée, tout un dispositif est mis en place par les autorités de la boîte jusque dans les studios pour permettre aux différents candidats à faire leur enregistrement convenablement. Ibrahim Ndong nous en dit plus. Tout commence à l'entrée de la RTS. Déjà au parking, les candidats sont bien accueillis par le service du protocole, suivi de la réception au salon d'honneur, où une collation leur est servie, avant de passer par le service maquillage, l'antichambre du studio d'enregistrement. Une fois au studio, le candidat est dans les soins de l'équipe technique, dont le seul souci est d'offrir aux candidats les meilleures conditions d'enregistrement. La RTS a considérablement amélioré ses prestations. D'abord, il y a l'accueil. Nous avons été surpris d'avoir été accueillis comme si on nous recevait au Palais de la République. Salon d'honneur climatisé, avec le sourire en prime. Et c'est ce qui a fait qu'au moment de l'enregistrement, nous étions totalement à l'aise, totalement décontractés. Il y a une différence entre 2012 et 2017. Déjà dans le hall, on voit beaucoup de caméras. Et ça, c'est très important. Et on sent que c'est des caméras tout neufs qui ont été, que la RTS a acheté pour assurer une bonne couverture. Une bonne couverture médiatique, le souhait de la direction générale de la RTS. Les candidats s'en félicitent. Je ne peux qu'applaudir et féliciter la RTS de toutes les dispositions, mais pour ce cas précis et pour avoir eu à vous critiquer, à vous adresser de sévères critiques, pour avoir une fois essayé même d'utiliser l'article 44, parce que j'étais la présidente de la commission culture et communication, pour cette fois, je voudrais vous féliciter. Des félicitations synonymes de bonnes conditions d'accueil. Depuis 9 heures, les partis et coalitions ont commencé à se présenter. Au total, 24 listes sont enregistrées aujourd'hui. Le reste est prévu pour demain. La RTS est donc fin prête pour assurer une bonne couverture des élections législatives. Un important lot de matériel a été acquis grâce au concours de l'État. Il s'agit de caméras haute définition, d'émetteurs radio et de véhicules tout-terrain, entre autres matériels. Cet investissement lourd vise essentiellement à permettre aux Sénégalais de mieux suivre de manière régulière les messages des différents candidats en compétition. Le directeur général de la RTS, Racine Talla, a visité le matériel en compagnie de ses collaborateurs. Il a officiellement remis les clés des véhicules à ses destinataires. Nous y reviendrons. Dans le cadre de ces législatives toujours investies pour la première fois sur les listes électorales, des femmes issues de partis ou de coalitions de partis et des listes indépendantes, en formation de 3 jours, le cycle électoral, le statut de député, la communication sont des notions auxquelles elles ont été initiées. L'ONU Femmes, l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement ont organisé un atelier qui a permis d'évoquer toutes ces questions. Ibrahim Diédiou, compte rendu. Elles sont 50 femmes issues de partis ou coalitions de partis politiques et les listes indépendantes qui ont appris pendant 3 jours
plusieurs notions relatives au mandat du député. Une fonction qu'on n'a pas encore occupée. Et là, actuellement, si vous voyez, avec la formation, c'était un peu pour nous doter de connaissances, de capacités qui puissent nous accompagner dans la fonction nouvellement si on est élu à l'Assemblée. Et on se bouscule pour avoir ces connaissances et ces savoirs qui pourront nous accompagner. Dans ce groupe, une fille de 25 ans. Elle est la plus jeune femme investie sur les listes électorales. Le déclic de mon engagement est né du 23 juin, lorsque j'étais jeune étudiante et qu'on était parti devant les grilles de l'Assemblée pour dire à Maître Abdoulaye Wade, touche pas à ma constitution. J'ai des ambitions saines, mais moi aujourd'hui ce qui m'importe c'est le développement du pays, ce qui m'importe c'est la participation des jeunes dans les instances de prise de décision, c'est comment la femme, comment on peut rehausser le niveau de la femme politique au Sénégal. À chaque fois que de besoin, je ferai valoir cela. Et avec mes compétences, bien évidemment. Notre leader nous dit politiquement engagé, techniquement compétent. Le cycle électoral, le statut du député, la communication, plusieurs aspects que ces femmes entendent maîtriser. Et pour cela, elles ont désormais les outils nécessaires. Ce n'est pas une affaire d'un jour. C'est-à-dire c'est un accompagnement à long terme. C'est un accompagnement avant les élections, comme on le fait maintenant. C'est un accompagnement durant le mandat de la femme. La préparer ainsi pour peut-être des mandats successifs. Nous sommes des serviteurs de la population et c'est dans cet esprit que les femmes doivent amener un changement d'éthique, un changement dans le leadership, un changement dans les vies des autres. Il doit y avoir une différence une fois que la femme est un leader. Je suis heureuse de voir toutes ces femmes engagées politiquement pour porter la voix du peuple dans les plus hautes instances de l'État. La participation politique des femmes a fini de s'imposer comme une nécessité dans toute démocratie. Le Sénégal n'est pas en reste. C'est un facteur pertinent à l'aune duquel s'évalue et se mesure le caractère démocratique d'un régime. Cet impératif de participation politique des femmes transparaît dans tous les agendas de développement, à l'initiative de la communauté internationale. Elles ont reçu des attestations et délivré une série de recommandations pour davantage renforcer leurs compétences. Et puis cette signature de convention au ministère de l'économie et des finances, elle est destinée à la réalisation de 4 hôpitaux à Touba, Kaffrine, Sédhiou et Kédougou. La Société Générale CIB Paris a octroyé 97 milliards de francs CFA au Sénégal. Dans ce sens, à Ramdao. Des hôpitaux clés en main pour Touba, Kaffrine, Sédhiou et Kédougou. Le financement est acquis, 97 milliards de la Société Générale CIB Paris. En qualité de partenaire de la République du Sénégal, la Société Générale a financé et continue de financer plusieurs projets en étroite collaboration avec les autorités du pays. Nous avons comme mission principale de financer l'économie réelle avec des projets qui font sens pour le développement économique et social d'un pays. Les études, la construction et la fourniture d'équipements pour les 4 hôpitaux sont confiées à Ellipse, une société française qui a conclu le contrat avec le ministère de la Santé. Il s'agit d'hôpitaux équipés. Et à Touba, il y aura en plus dans l'hôpital un centre de cancérologie et un forage pour l'alimentation en eau. Donc cela est important. Les hôpitaux de Sédhiou, les hôpitaux de Kaffrine, les hôpitaux de Kédougou. Je pense que cela va permettre d'améliorer de manière sensible le plateau médical et c'est en étroite ligne avec l'axe 2 du plan Sénégal émergent, savoir le développement du capital humain, la protection sociale, la santé. Je pense que très prochainement, le ministère de la Santé va beaucoup parler de ces projets qui sont attendus par les populations, mais il s'agit aussi des projets très chers au président Macky Sall. Et nous souhaitons aussi que les travaux démarrent immédiatement. Je pense qu'à Touba, vous avez déjà démarré, mais là, il faut accélérer. Touba aura 300 lits, Sédhiou 450, Kaffrine et Kédougou 150. Dans 24 mois, ils devront étraîner leurs bujoux.
Dans le domaine de la santé toujours, la région médicale de Tambacounda vient d'acquérir 9 nouvelles ambulances médicalisées. Elles sont destinées à des zones difficiles d'accès situées dans les départements de Goudiri et de Bakel. Une bouffée d'oxygène pour les populations qui ont longtemps souffert des évacuations difficiles des malades. Abdoulaye Sinkare. Ouf de soulagement dans 9 localités dont Diankemaha, Sadatou, Gumbayel et Kenyeba. Leurs postes de santé viennent d'être dotés d'ambulances médicalisées. C'est la première fois qu'on a eu une ambulance dotée par l'État. On avait l'ambulance, mais c'était les partenaires, c'était une vieille voiture. Nous, les maires, on était très fatigués par rapport à l'évacuation. Parce que vous n'avez doté qu'au mois d'août, septembre, octobre, on est obligé de garer nos voitures auprès des postes de santé. Parce que c'est le moment Bohamni. Et les populations étaient très fatiguées. Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'évacuations. Ces outils sont acquis par le ministère de la Santé. Ils sont destinés à des zones difficiles d'accès où l'évacuation des malades a toujours posé problème. Ces ambulances ont été attribuées principalement aux zones les plus vulnérables dans la région de Tambacounda, notamment le Bundu et le Ferlo. C'est pourquoi dans ces zones, nous avons mis le maximum d'ambulances. Nous avons mis 4 ambulances dans le département de Goudiri, 2 dans le district de Goudiri et 2 à Diankemaha. Nous avons mis 2 ambulances dans le district de Kidira. Et là, on a ciblé les postes santé qui sont vraiment à la lisière de la frontière avec le Mali. Pour le gouverneur, l'acte participe à la matérialisation de l'équité territoriale. La mission de l'État, c'est de faire en sorte que le citoyen qui est à Diankemaha ait les mêmes droits, bien sûr les mêmes devoirs, c'est certain, ait les mêmes droits et surtout quand même ait les mêmes avantages que celui qui est à Kolk ou à Thiès. C'est ça aussi l'ambition de l'État dans le cadre d'une nouvelle politique qu'on est en train de mettre en place, qu'on appelle la fameuse équité territoriale. Le rôle de l'État, c'est de voir comment niveler l'ensemble des citoyens, non pas vers le bas, mais quand même vers le haut. Pour un bon usage de ces outils, l'engagement des collectivités locales est souhaité, notamment pour la prise en charge de chauffeurs qualifiés. Les communes de la région de Thiès ont également reçu du ministère de la Santé 12 ambulances. Cette dotation permettra de mieux prendre en charge les urgences médicales. Carrefour routier et ferroviaire, Thiès enregistre un grand nombre d'accidents. Les autorités sanitaires espèrent aussi réduire les cas de mortalité maternelle grâce à ces véhicules médicalisés qui font partie d'un programme national. Oumar Diaw. Autour de l'exécutif régional, des maires de communes réunis pour un événement d'importance. Tivaouane, Pire, Popenguine, 3 cités religieuses, 3 communes sur un total d'une bonne douzaine. La réception par les maires des communes de la région de Thiès d'ambulances médicalisées dernière génération pour 12 communes. Un véhicule d'évacuation sanitaire n'est jamais banal. Il permet d'amoindrir les risques en facilitant une prise en charge rapide avant même l'arrivée à l'hôpital. En mettant à notre disposition des ambulances médicalisées, en même temps que nous transportons le malade, on le prend en charge dans l'ambulance. Quelquefois, nous avons des problèmes d'évacuation des malades dans certaines zones, surtout éloignées. Les femmes enceintes, quelquefois. Ces 12 ambulances réservées à la région de Thiès font partie d'un programme national beaucoup plus vaste de dotation. En mettant à la disposition des populations un lot de 165 ambulances, dont 12 pour la région de Thiès, le ministère de la Santé et de l'Action sociale va permettre une prise en charge adéquate des malades. Nœuds ferroviaires et routiers, Thiès enregistre des accidents fréquents. Il y a aussi les urgences cardiologiques, neurologiques et surtout obstétricales. Ainsi, ces ambulances médicalisées permettront de réduire dans des proportions acceptables les décès maternels dans la région par le biais d'une évacuation précoce des femmes en couche. Une formation est prévue à l'intention des utilisateurs de ces moyens de survie. Santé toujours, pour parler des nouveautés sur le cancer de la prostate. C'est autour de ce thème qu'a été marquée la journée urologique conjointe du Centre médico-social de l'IPRES. Les discussions ont aussi porté sur l'intérêt d'un dépistage de masse du cancer de la prostate. Damsila nous en parle. Le cancer de la prostate est le premier cancer de l'homme après 50 ans. Il est la première cause de décès par cancer au service d'urologie à Dakar, Touba, Ourossogui et Saint-Louis. Pour Dr Babacar Diao, seul le dépistage de masse de la prostate peut réduire les risques. Les populations ne sont pas informées sur le cancer de la prostate. Ils ne connaissent pas le cancer de la prostate. Il faut que les urologues fassent leur travail. C'est-à-dire qu'aider actuellement ceux qui sont
ceux qui ont des cancers métastasés et faire migrer les stades comme on le dit bien, c'est-à-dire tout faire avec l'utilisation du PSA et les campagnes d'information pour que nous puissions aller à 90% de cancers localisés. C'est moins coûteux pour les malades, c'est moins pénible pour les malades et c'est plus facile pour nous praticiens. Selon des spécialistes de la médecine, les pratiques dans la prise en charge du cancer de la prostate au Sénégal doivent être revues et modifiées. Mais pour le Dr Alain Khassim Doy, un dépistage de masse du cancer de la prostate n'est pas la véritable solution. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut remettre ce dépistage dans le contexte sénégalais, où nous avons d'une part une insuffisance de moyens pour prendre en charge l'ensemble de ces malades, avec le risque de commettre des injustices, c'est-à-dire de diagnostiquer des malades, d'en traiter certains et de ne pas traiter les autres. De même, l'urologue ne travaille pas seul, l'urologue travaille avec des anatomopathologistes, travaille avec des anesthésistes et a besoin d'infrastructures pour pouvoir réaliser le traitement radical du cancer de la prostate, ce qui n'est pas disponible partout. Pour lutter contre le cancer de la prostate, l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal a posé des actes forts qui portent sur la prévention et l'accompagnement. Le centre médico-social de l'institution vient d'acquérir un scanner de dernière génération et a commandé un appareil d'échographie pour faciliter les biopsies, les échos guidés de la prostate. Également, nous avons acheté un appareil de cystocomie et on a renforcé également l'équipe du laboratoire pour diligenter et faciliter le diagnostic des maladies de la prostate. Dans cette journée de célébration de l'urologie conjointe, l'IPRES a choisi comme parrain le professeur Baye Hassan Diagne. L'homme s'est beaucoup investi dans la lutte contre le cancer de la prostate. Voilà pour le chapitre santé. Infrastructure à présent dans le cadre du volet accompagnement social du projet de train express régional TER. Une délégation de l'APIX s'est rendue dans la commune de Mbao pour rencontrer les personnes affectées par le projet. Les propriétaires de concessions ont marqué leur accord suite à leur passage en commission de conciliation. Awandiaï nous en dit plus. De la perspective et des installations flambant neuves avec toutes les conditions requises, ce sont là les maîtres mots du directeur de l'école impacté par le projet du train express régional à Mbao. Cet établissement qui accueille plus de 600 élèves est situé dans l'emprise ferroviaire, occasionnant ainsi plusieurs risques liés à la sécurité, au bien-être ou même à la nuisance sonore de ce temple du savoir. Pour rappel, le train express régional traverse 18 communes, dont celle de Mbao, où s'est tenue une réunion d'information. On a souvent dit vouloir appliquer les décrets qui sous-tendent le domaine national. Dans le cadre de ce projet, si on avait appliqué le barème national, le prix du mètre carré avoisinerait les 1000 francs, car à Rufisque, le prix du mètre carré est de 1000 francs. Les papes propriétaires de concessions ont marqué leur accord pour leur déplacement suite à la remise de leur chèque d'indemnisation. Pour cela, ils ont exprimé toute leur satisfaction. À vrai dire, je suis très satisfait. Les équipes sur place nous ont bien guidés dans la plus grande transparence. L'APIX continue de faire ce que vous nous aviez dit auparavant. Le directeur général de l'APIX a tenu à leur rendre visite, concession après concession, afin de leur présenter tout le volet accompagnement social qui vient en plus de leur indemnisation. L'accompagnement social est une dimension additionnelle en plus de ce qui est prévu pour les schémas d'indemnisation. Nous avons compris, sur instruction de son Excellence le Président de la République, le modèle classique qui a été adopté jusque-là doit se faire avec une prise en compte de la dimension sociale du projet. Les personnes qui sont impactées par le projet, pour lesquelles les indemnisations qui sont aujourd'hui opérées se font avec des barèmes au-dessus de ce qui a été fait jusque-là sur des projets au Sénégal. La prise en charge des personnes affectées par le projet est effective sur tout le tracé de l'emprise ferroviaire. Elle rencontre l'adhésion des populations qui sont convaincues par la réalisation de ce grand ouvrage d'envergure.
Et puis les partenaires du programme Karogen 2 tirent un bilan satisfaisant du PK2. Grâce à leur soutien, plusieurs communautés villageoises en Casamance ont développé des activités génératrices de revenus, notamment dans le maraîchage. Reportage à Dibidjon et Suel Moussamane. C'est ici, à Kabilil, une des zones d'intervention du programme Karongen, que l'ensemble des bénéficiaires et des partenaires se sont réunis pour faire l'évaluation de la deuxième année d'intervention du PK2. Un moment d'échange, mais aussi pour faire le bilan financier et technique. Sur l'ensemble des résultats, sur l'ensemble d'indicateurs de résultats qu'on avait prévus pour les 4 ans du programme, sur la plupart, on est un peu en avance. On est très satisfait et les résultats sont très positifs pour l'ensemble de toutes les activités qu'on a fait. L'objectif était de promouvoir le développement rural et soutenable et équilibré en faisant spécialement attention aux populations les plus vulnérables des communes de Djignaki et Sindian, tout en améliorant la production agro-pastorale. L'objectif pour notre programme, c'est d'améliorer la sécurité alimentaire en augmentant la production agricole et de petits ruminants dans la zone. On envisage d'améliorer la nutrition des foyers dans les deux communes. Par exemple, de périmètre maraîcher en termes de femmes capacitées, en termes de sécurité alimentaire, des femmes formées, de foyers qui améliorent sa nutrition, etc. etc. Il ne faut pas se dire qu'on est sous la bombe en s'en donne, sinon qu'il faut justement redoubler les efforts. Cette rencontre est aussi une occasion pour les bénéficiaires de saluer l'engagement des partenaires au développement. Il s'agit principalement du bailleur de fonds, l'Agence espagnole de coopération internationale et de développement à travers Manos Unidas. La collaboration des partenaires locaux tels que CEPAS, AFUDES, Justice et Développement et CADP. Le programme Karongen a apporté beaucoup de changements au niveau de la commune de Djignaki. Si vous parlez de l'agriculture, le plus gros problème c'était vraiment le maraîchage. Le programme Karongen est venu et a trouvé la solution. Il y a des femmes qui peinent à joindre les deux bouts. Mais avec ce programme, elles parviennent à avoir de l'argent et même payer la scolarité des enfants et aussi les fournitures. Le niveau de vie des populations a été élevé au niveau social. Au niveau des femmes, tu vois, maintenant, toutes les difficultés sociales sont presque surmontées au niveau des familles. Au-delà des blocs maraîchers qui ont été réhabilités, le programme a mis en place des unités avicoles, un autre volet du programme PK2 et bientôt des bergeries. Une vingtaine d'artisans formés à Thiès sur les techniques d'assemblage et d'entretien des batteuses à mille. Ces outils sont financés par le FNRA dans le cadre du WAP-PPAO pour réduire la corvée des femmes en milieu rural. Reportage Hamidou Diop. Voici la dernière version de la batteuse à 1000 créée pour soulager les femmes dans le monde rural. Le programme pour la productivité agricole en Afrique de l'Ouest veut que cette technologie soit diffusée auprès de 3600 producteurs. Sur ce, le programme travaille avec l'ANCAR et l'ONG CTI. Et donc, avec l'appui du WAP, ou le PPAO, le programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest, depuis 2013 avec l'Agence nationale de conseil agricole et rural, avec les artisans et principalement cette entreprise Pen et Fils. Et avec d'autres acteurs, nous sommes en train de mener ce programme pour introduire des outils qui vont aider les femmes à réduire les corvées, réduire le temps de travail, mais surtout travailler dans une activité génératrice de revenus. Ici à Thiès, 20 artisans des régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Thiès, Diourbel et Louga ont été formés aux techniques d'assemblage et de réparation de la version 3 de la batteuse manuelle à 1000. Souvent les machines, il y a des problèmes qu'on peut régler sur place. Donc s'il y a des artisans qui habitent au village peuvent régler ça. Donc cette formation, nous on est là pour les former, comment on répare quelques pièces. Njëriñ la ñu gis ci machine bi quoi parce que machine bi li ñu ci gisoon ñun ci suñ bopp suñ zone yi nga xamante ni zone yooyu lañ nekk machine bi soxna yi ni doon liggéey ñoom ci biir liggéey boobu ñu doon liggéey da daan métti ci ñoom léegi nag bi ñu ñëwee indi machine yi ba léegi nii gis nañ njëriñ ci machine bi léegi ñoom ci seen bopp bi ñu ñëwee defal ñu formation ñu ñëw xool machine boobu xool ne lii kat ñoom ñun artisan lañ affaire bi nag nekk na lu nga xamante ni intéressé nañu ñun si suñ bopp ñu ne xaaral nag léegi dañ demandé waat ñu xool ba xam ñun naka la ñu war a mën a defee formation bi pour xool affaire bi naka la mën a demee. Ce projet est financé par la FNRA dans le cadre du WAP-PPAO à hauteur de 250 millions de francs CFA et exécuté par l'ANCAR.
Première année, on avait introduit 50 machines. En plus, il y a aussi 2 villages supplémentaires qu'on a ajoutés. Donc, ce qui fait au total 52 machines ont été introduites donc, dans le cadre donc, de ce projet. Donc, depuis la mise en place pour la première phase. Maintenant, pour la deuxième phase, c'était une phase de diffusion à grande échelle. Parce que là aussi, si la technologie donc, est adaptée au niveau de la zone, il fallait donc le diffuser donc, au niveau de ces 65 villages qu'on doit toucher en fait de projet. Ce projet vont intervenir dans les différents sites dans lesquels ces batteuses à mil sont disséminées. Et pour ces femmes, c'est la fin des corvées et le début des activités génératrices de revenus grâce au WAP PPAO. Nous nous intéressons à présent à la nouvelle dynamique en cours à Sédhiou pour professionnaliser le secteur des mototaxis Jakarta. En dehors des casques et gilets qu'ils ont reçus du mouvement Action Solidaire, ils ont fait du respect du code de la route leur viatique. Et cela rassure les clients. C'est un reportage de Ibrahim Didiou. Si je dois prendre une moto Jakarta, je ne prends que ceux qui ont des casques. C'est plus sûr. La sécurité, c'est la principale préoccupation de cette dame, comme tous les usagers des motos taxis Jakarta. Dans la commune de Sédhiou et partout ailleurs dans la région, ce moyen de transport est devenu incontournable. Le phénomène s'amplifie avec son lot de désagréments. Pour limiter les dégâts, ils ont tous été formés au code de la route et ça a un impact sur leur comportement. Auparavant, je faisais des bêtises dans la circulation, mais aujourd'hui, je n'ose pas les faire parce que je connais quelque chose dans la circulation. Il n'y a pas de panneau de signalisation, il n'y a ni de marquage au sol, mais les gens commencent à appliquer le code science. Le code science, un concept bien particulier qui veut dire conduire avec conscience malgré les manquements évoqués. Cette prudence rassure et fait augmenter les recettes. J'ai beaucoup apprécié cette initiative. Mon fils en fait partie et m'a expliqué qu'ils ont été formés et équipés en gilets et casques. Parce qu'auparavant, quand le client ne parvient même pas à reconnaître si tu es un taximan ou pas. Mais aujourd'hui, on te reconnaît facilement grâce aux gilets et aux casques. Ça nous permet facilement de travailler et d'avoir beaucoup d'argent. Les clients là, quand ils me voient avec mon gilet et mon casque, ils me disent que mais toi tu as fait une formation, donc moi je te prends. Tu vois, j'ai même sensibilisé une partie de mes collègues. La population colle une très grande importance à cette formation parce que on a vu une nette amélioration dans nos recettes journalières. Avant de bénéficier de ce programme du MAS, il gagnait en moyenne 2500 francs par jour. Aujourd'hui, confie-t-il, les gains peuvent aller jusqu'à 7000. voire 10 000 francs par jour. En réalité, les Jakartamen jouent par ailleurs le rôle de courtier. J'ai vu une femme qui donnait son argent à un chauffeur qu'il ne connaît pas. Alors quand je lui ai demandé pourquoi ça, il m'a dit non, il a porté un gilet, il a porté un casque, donc il y a un numéro. Et je me réfère à ce numéro pour que demain, si je lui donne mon argent et qu'il ne revienne pas, il va me saisir moi en tant que président. 400 conducteurs formés et équipés. L'initiative a dépassé les attentes. Et nous avions l'intention de nous arrêter en fait à 200, c'était ça l'objectif premier. Mais suite aux 2 premières cohortes, il y a eu un engouement tel que nous étions obligés effectivement de répondre aux autres sollicitations. La jeunesse de Sédhiou commence réellement à comprendre que c'est elle-même qui va développer la commune de Sédhiou, la région de Sédhiou. Et c'est ce mouvement d'entraînement que nous essayons d'impulser. Confiance, responsabilité, sécurité, ce triptyque résume le nouvel état d'esprit qui prévaut sur les routes de la ville de Sédhiou. Comme promis, nous faisons le point sur le dispositif mis en place par la RTS pour assurer une bonne couverture des élections législatives. Un important lot de matériel a été acquis grâce au concours de l'État. Il s'agit de caméras haute définition, d'émetteurs radio et de véhicules tout-terrain. Nous faisons le point donc avec Lamine Touré. Du matériel technique aux normes dans le paysage audiovisuel. C'est cette acquisition importante que le directeur général de la RTS a visité en compagnie de ses collaborateurs. La radiodiffusion-télévision sénégalaise est dans l'action des législatives, comme le montrent ces caméras à haute définition d'image. Les nouvelles versions que nous avons acquises, donc des caméras en Full HD, n'est-ce pas, composées de 2 types, donc les types PMX X400 et les PMX 200. Les 200 et les 400 en Full HD, paramétrés aussi en normes en fait